Nous allons travailler sur les roches aujourd'hui. Et nous allons nous poser un problème concernant ces roches que l'on dit magmatiques et qui caractérisent certaines zones de divergence et de convergence. Le titre pourrait être « Quelles sont les caractéristiques pétrographiques des frontières de plaques ?» Alors, caractéristiques pétrographiques, la pétrographie, c'est l'étude des roches. Les frontières de plaques, eh bien, nous avons vu dans les cours précédents qu'il y a au moins trois types de plaques, trois types de frontières de plaques, pardon. Les dorsales océaniques, d'une part, qui sont des lieux de divergence de deux demi-plaques. Les zones de subduction, qui représentent une zone géodynamique correspondant à l'enfoncement d'une plaque lithosphérique sous une autre plaque lithosphérique. Et troisième contexte géodynamique, c'est la zone de collision qui correspond à la collision, c'est-à-dire à l'entrée en force entre deux plaques qui ont relativement la même densité. Alors, donc là, nous voyons que nous avons trois contextes géodynamiques. Alors, nous avons montré qu'il y avait des marqueurs que l'on pouvait repérer dans les cours précédents. Nous avons parlé de géodésie spatiale qui permet de déterminer la vitesse de déplacement de ces plaques lithosphériques au millimètre près. Nous avons vu également, concernant la preuve de cette divergence ou de cette convergence, donc preuve au niveau du magmatisme de la Terre, preuve au niveau des points chauds. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc nous allons essayer de comprendre, alors oui, preuve également au niveau de ce qui concerne le géotherme et la sismicité. Hein, donc nous avons eu affaire à plusieurs témoins correspondant donc à cette dynamique terrestre que l'on parle de tectonique des plaques. Aujourd'hui, donc, caractéristiques pétrographiques des frontières de plaques. Tout ça pour vous situer un petit peu le contexte. Les frontières de plaques sont globalement des lieux de production de nouvelles roches. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs types de roches, selon que le contexte est plutôt volcanique. Alors, nous aurons des roches de type volcanique. Selon que le contexte est plutôt lié en profondeur par solidification d'un magma, nous aurons affaire à ce moment-là à des roches plutôt plutoniques qui vont cristalliser entièrement en profondeur. Et on parlera de roches plutoniques dans ces conditions-là, lorsque la cristallisation est totale. Et lorsque la cristallisation n'est pas totale parce que du magma puis de la lave remonte en surface pour refroidir brusquement, on aura à ce moment-là des roches volcaniques avec une texture qui sera plutôt microlithique. Voilà, donc je vous donne quelques mots comme ça que nous allons définir tout à l'heure de manière un petit peu plus précise. Donc certaines de ces roches vont relever, enfin sont typiques en tout cas d'un contexte géologique dans lequel ces roches se sont formées. Alors avant de commencer, avant de voir donc ces contextes géodynamiques et leur magmatisme associé, de même que l'étude de quelques roches magmatiques typiques dans les contextes géodynamiques précis, donnons d'abord quelques définitions dont vous aurez besoin pour bien comprendre ce cours. La texture. Définition de la texture. Eh bien, la texture, c'est l'agencement des minéraux les uns par rapport aux autres. Pour les roches magmatiques, on distingue des textures grenues. Alors, grenues, ça fait penser à petits grains, typiques des roches plutoniques. Alors, nous allons donner la définition de roches plutoniques après. Et nous distinguons également les textures microlithiques qui sont typiques, elles, des roches volcaniques. Donc voilà pour la définition de texture. Autrement dit, globalement, si la texture est grenue, ça veut dire que dans la roche, il n'y a que des grains. Et les grains, c'est quoi? C'est pas n'importe quoi. Ce sont des cristaux, des minéraux qui se sont formés,
qui ont pu croître de manière relativement importante et qui en tout cas constituent en tout cas entièrement la roche. Et si on parle, si par exemple dans le cas d'une lave, le refroidissement a été rapide en surface, à ce moment-là, tous les cristaux n'ont pas pu se former entièrement, n'ont pas pu grandir entièrement. Certains, oui, on parlera à ce moment-là de phénocristaux, qui sont relativement grands par rapport à ce que l'on appelle des microlithes, qui sont des petits cristaux qui n'ont pas eu le temps de grandir. On dira à ce moment-là que l'on a une texture microlithique qui sera noyée dans une espèce de pâte qui aurait pu cristalliser, mais qui n'a pas cristallisé. Donc c'est une pâte de type amorphe, où il n'y a pas de cristaux. Donc voilà, donc on distingue au niveau de cette texture, donc soit elle est grenue, soit elle est microlithique, selon que la roche est plutonique ou volcanique. Définition de roche plutonique. Une roche plutonique, c'est une roche magmatique. Alors nous donnerons tout à l'heure la définition de roche magmatique. Donc une roche plutonique, c'est une roche magmatique de texture grenue, donc qui a cristallisé entièrement en profondeur. Donc cette roche magmatique plutonique est issue de la cristallisation lente d'un magma en profondeur. Donc ça veut dire que ce magma n'est pas parvenu en surface et ne s'est pas solidifié rapidement. Sinon, la texture aurait été très certainement microlithique, comme dans le cas des roches volcaniques. Ce n'est pas le cas ici. Une roche plutonique est entièrement cristallisée. Donc la texture est grenue, c'est-à-dire uniquement formée de cristaux. Définition de roche magmatique. Eh bien, c'est une roche qui résulte de la solidification d'un magma. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un magma? Eh bien, voilà la définition du mot magma. C'est une roche en fusion dont la température est globalement supérieure à 600 degrés Celsius. Et cette roche en fusion est constituée d'un liquide qui est riche en silice. Alors, ce liquide, il peut être très visqueux, En tout cas, cette roche en fusion est constituée d'un liquide riche en silice, SiO2, et qui contient des gaz dissous, éventuellement des cristaux. En refroidissant, ce magma va donner par solidification des roches magmatiques, alors qui seront soit des roches qui ont entièrement cristallisé, dans ce cas ce seront des roches plutoniques, soit la cristallisation n'a pas été entière, due à la remontée de ce magma en surface, et à ce moment-là, la texture serait microlithique. Alors à noter que lorsque le magma en profondeur se libère de ces gaz, alors on parle de lave. Ce magma est de la lave qui va s'épancher en surface pour donner une roche volcanique. Alors justement, la roche volcanique, définition, c'est une roche magmatique, donc qui résulte de la solidification d'un magma. Donc c'est une roche magmatique de texture microlithique, donc formée de microcristaux qui n'ont pas entièrement grandi et qui sont noyés dans une espèce de pâte amorphe. Donc roche magmatique de texture microlithique issue de la cristallisation rapide des magmas en surface. Donc l'exemple typique, c'est par exemple, que ce soit au niveau des points chauds ou au niveau des dorsales océaniques, on aura une lave qui va se refroidir rapidement en surface et qui va donner un basalte. Les basaltes sont typiques donc des zones volcaniques de type effusif. Donc voilà. Alors peut-être définition du magmatisme, une fois que vous avez compris ce que sont roches plutoniques, roches magmatiques, magma, roches volcaniques, eh bien on déduit que le magmatisme, c'est l'ensemble des phénomènes qui sont liés à la genèse, au déplacement et à la cristallisation d'un magma. Donc voilà pour ces quelques définitions qui sont importantes pour bien comprendre ce cours. Alors, donc on s'est dit, se pose le problème, donc quelles sont les caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire concernant les roches, au niveau de ces frontières de plaques
que sont les dorsales océaniques, les zones de subduction, les zones de collision. Donc on peut se poser le problème, quelles roches magmatiques caractérisent les zones de divergence et les zones de convergence? Autrement dit, quelles roches magmatiques caractérisent les dorsales océaniques, les zones de subduction, les zones de collision? Commençons par voir le contexte géodynamique et le magmatisme associés. Ensuite, nous verrons différentes roches magmatiques que je vais vous proposer. Alors évidemment, c'est votre enseignant dans le laboratoire qui va vous proposer des roches. Moi, je vais vous donner quelques renseignements qui vont vous permettre de comprendre quelles sont ces roches, enfin, comment déterminer ces roches, et donc en utilisant par exemple le microscope polarisant, observation à l'œil nu aussi, très important, et déduire à partir des cristaux que vous allez observer à quel type de roche on a affaire, et donc indirectement remonter au contexte géodynamique de dorsale océanique, de zone de subduction ou de collision. Donc roche magmatique typique des grands contextes géodynamiques, ce sera notre deuxième partie. Première partie, commençons par essayer de comprendre les contextes géodynamiques et le magmatisme associé qui permet donc, par refroidissement, de former des roches magmatiques, soit plutoniques, soit volcaniques. Contexte géodynamique, magmatisme associé. Alors, je vous avais dit, le magmatisme, si vous reprenez votre fiche sur laquelle vous avez marqué les définitions, le magmatisme, c'est l'ensemble des phénomènes liés à la genèse, au déplacement et à la cristallisation d'un magma. Alors, si on commence par l'expansion, divergence des plaques lithosphériques au niveau d'une dorsale océanique. Ensuite, on verra au niveau d'une zone de convergence lithosphérique et donc au niveau d'une zone de subduction. On verra également au niveau d'une zone de convergence lithosphérique, mais cette fois-ci dans un contexte géodynamique d'une zone de collision, c'est-à-dire formation de chaînes de montagnes. Les mouvements des plaques lithosphériques déterminent des contextes géodynamiques tels que ces zones de subduction, de collision ou encore d'expansion océanique au niveau des dorsales, et elles produisent toutes des magmas particuliers. Alors magma, on avait donné la définition, c'est une roche en fusion dont la température est supérieure à 600 degrés, constituée d'un liquide riche en silice et contenant des gaz dissous. Entre parenthèses, lorsque l'on enlève ces gaz, le magma prend le nom de lave, globalement. Et donc cette roche est formée éventuellement de cristaux, ou de cristaux si la cristallisation a été entière, donc on aura une roche plutonique. Si la cristallisation n'est pas totale par refroidissement, on aura une roche plutôt de type volcanique. Donc en refroidissant, ce magma va donner par solidification donc des roches magmatiques. Alors après on peut tourner en rond, c'est quoi une roche magmatique? Eh bien une roche magmatique, c'est une roche qui résulte de la solidification d'un magma. Après on peut redonner la définition d'un magma, etc. C'est une suite sans fin. Alors, d'abord, si on se place, donc si on revoit un peu le schéma correspondant à la structure de la Terre en surface, on se souvient qu'il y a la lithosphère océanique ou continentale, et en dessous, il y a évidemment l'asténosphère, qui est une zone moins rigide, au niveau de laquelle les vitesses des ondes, par exemple, vont ralentir. Alors, la lithosphère, elle est constituée par une croûte terrestre. Alors si on se place du côté océanique, on a une croûte océanique, et si on se place du côté continental, on a une croûte continentale. Donc si on associe l'une et l'autre de ces croûtes au manteau lithosphérique, sur une centaine de kilomètres à peu près, croûte comprise, à ce moment-là on a ce que l'on appelle la lithosphère. Donc on a
la lithosphère océanique qui est constituée par la croûte océanique et par le manteau lithosphérique, oui. Et concernant la croûte continentale associée au manteau lithosphérique, on aura à ce moment-là une lithosphère continentale. Alors que ce soit la lithosphère océanique ou la lithosphère continentale, dans les deux cas, il y a un déplacement sur une zone moins rigide que l'on appelle l'asténosphère. Alors, dans les zones, donc si on regarde la pétrographie, c'est-à-dire les roches que l'on peut trouver au niveau des dorsales océaniques, donc là on est dans un contexte de divergence lithosphérique, et la lithosphère océanique se forme au niveau du rift de la dorsale océanique. Donc on peut trouver des roches volcaniques de type basaltique au niveau de la croûte océanique, et sous les basaltes on trouve des gabbros. Alors les basaltes seront des roches volcaniques, c'est-à-dire qui auront une texture microlithique, donc non cristallisées entièrement, formées par des phénocristaux qui ont eu le temps de se former, donc qui ont de grandir, pas forcément en totalité. Et puis on trouve également des microlithes, qui sont de petits cristaux qui n'ont pas eu le temps de grandir, et on trouve une pâte qui n'a pas cristallisé. Donc là on est bien dans le cas d'un basalte. Sous les basaltes, on a les gabbros, qui entre parenthèses ont la même composition chimique que les basaltes, et ces gabbros, eux, ont cristallisé entièrement en profondeur, donc sous l'axe de la dorsale océanique. Alors je disais, donc sous l'axe, je me suis arrêté parce qu'il y a du bruit autour de moi, ça m'énerve un peu. Cool. En fait, quand on est en train de faire un cours et qu'il y a du bruit autour de nous, c'est insupportable. Surtout, alors il y a du bruit, il y a une porte qui grince, il y a ceci, il y a cela. Mais c'est la vie, on n'y peut rien. Mais ça m'agace. Alors au lieu d'arrêter le cours et puis de reprendre une autre fois ou de faire des montages, je préfère faire un temps de pause qui d'ailleurs va peut-être vous amuser. Et puis je continue, donc je reprends, on est toujours dans le contexte d'une dorsale océanique, où donc j'étais en train de nommer les roches en fait de la croûte océanique, ces roches qui se mettent en place au niveau du rift de la dorsale océanique, que sont les gabbros, puis au-dessus on aura les basaltes. Alors les gabbros sont des roches plutoniques qui sont entièrement cristallisées, donc formées entièrement de cristaux. Nous verrons quels cristaux tout à l'heure. Et là pour l'instant j'essaie de placer les roches. On place d'abord les roches, après on voit quels minéraux il y a dans les roches, puis ensuite on verra, on associera, en prenant un exemple, en prenant d'une roche, vous associerez les caractéristiques de la roche au contexte. Bon. Donc là, je reprends un petit peu, parce que cette porte m'a perturbé, on a 3 contextes. Dans chaque contexte, il y a des roches, soit volcaniques, soit plutoniques. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je reprends bêtement au niveau de la dorsale océanique. Il y a formation, donc création de la lithosphère océanique. La lithosphère est constituée par la croûte océanique et en dessous par le manteau lithosphérique rigide. Ce manteau lithosphérique contient une roche que l'on appelle la péridotite. Et cette roche est relativement entièrement cristallisée. Bon. Ensuite, on aura, donc au-dessus du manteau lithosphérique, on a la croûte océanique constituée par
du gabbro qui a cristallisé entièrement en profondeur, et au-dessus, on a le basalte qui résulte d'un épanchement de lave de type basaltique, donc effusive. C'est un volcanisme effusif, donc qui a formé ces basaltes. Vous avez compris? Dorsale océanique, deux types de roches. Donc dorsale océanique, deux types de roches. Basalte, gabbro, et bien sûr je me suis trompé, c'est trois types de roches, puisque dans le manteau lithosphérique, on a la péridotite. Donc je répète, vous avez compris. Et après, ce sera plus simple pour les zones de subduction et de collision. Contexte géodynamique, dorsale océanique, zone de divergence, formation de trois types de roches. Dans le manteau lithosphérique, la péridotite. Dans la croûte océanique, les gabbros et les basaltes au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est la composition pétrographique d'un contexte géodynamique associé à la dorsale océanique. Alors au niveau du rift océanique, il y a une remontée de magma, et ce magma va se solidifier entièrement en surface pour donner une roche volcanique que l'on appelle le basalte, et ce magma va pouvoir également se solidifier entièrement mais en profondeur pour donner une roche plutonique de type à texture entièrement cristallisée, donc texture grenue. Voilà. Maintenant, dans le deuxième contexte géodynamique, c'est celui d'une zone de subduction. C'est une zone de convergence lithosphérique. Ça veut dire, par exemple, sous une lithosphère continentale, on va pouvoir avoir une lithosphère océanique qui va plonger. Alors, pourquoi est-ce qu'elle plonge? Parce qu'il y a des contraintes énormes qui font que, à un moment donné, une lithosphère plus lourde que l'autre, donc qui contient des roches de densité plus importante, eh bien, va plonger sous une lithosphère qui est moins lourde. C'est une histoire de densité des roches, tout simplement parce que, nous le verrons plus tard, la densité du basalte est supérieure à celle du granit, par exemple. Donc ça fait que si les deux plaques entrent en confrontation, eh bien ça veut dire que l'une, ou celle qui est la plus lourde, à un moment donné, va finir par basculer sous l'autre. Donc lorsque l'on est dans une zone de subduction, nous sommes bien dans une zone de convergence lithosphérique, et des roches vont se former. Alors on va avoir des andésites qui vont se former, et qui vont résulter de la fusion d'un magma à l'aplomb de volcans de type explosif, et qui donneront donc des roches volcaniques que l'on appelle andésites. Alors les andésites ont une structure qui n'est pas entièrement cristallisée, donc c'est une structure microlithique, donc qui contient des cristaux un peu spéciaux que nous verrons tout à l'heure, et il y a un liquide, enfin une espèce de pâte amorphe dans laquelle vont se noyer ces petits microlithes et ces phénocristaux qui ont eu le temps de grandir un petit peu aussi. Et donc cette lave qui est très visqueuse, qui va donner des andésites, en fait, donc elle cristallise, enfin elle refroidit en surface, mais en profondeur, on a le magma de même composition chimique, mais qui a, au lieu de remonter vers la surface sous forme de lave, puis de donner les andésites, eh bien, en profondeur, ce magma a eu le temps de cristalliser entièrement pour donner à ce moment-là une roche plutonique qui s'appelle diorite. Autrement dit, dans la zone de subduction, il y a une roche volcanique andésitique de type, enfin à texture microlithique, et une roche plutonique à texture grenue évidemment, que l'on appelle la diorite. Ensuite,
on peut trouver également en profondeur des roches que l'on appelle rhyolite et granit. Alors, en fait, en profondeur, lorsque le magma a cristallisé entièrement, eh bien, on peut avoir formation de roches plutoniques que l'on appelle granit. Et le granit a la même composition chimique qu'en profondeur des roches que l'on appelle rhyolite, mais ces rhyolites ne sont pas en profondeur. En fait, ces roches résultent de l'épanchement en surface d'un magma de composition chimique identique à celle des granites, mais lorsque la cristallisation est rapide en surface, on parle de rhyolite. Et dans les zones de collision, qui représentent le troisième contexte géodynamique, on a en profondeur une fusion qui s'amorce et ensuite une cristallisation entière va pouvoir se faire pour donner une roche que l'on appelle une roche plutonique en fait que l'on appelle le granit. Voilà. Donc si je résume concernant cette pétrographie, au niveau du premier contexte géodynamique que l'on appelle la dorsale océanique, qui est une zone de divergence, on a trois types de roches. La péridotite dans le manteau lithosphérique, le gabbro dans la croûte inférieure et le basalte dans la croûte supérieure. Donc l'ensemble des trois roches forme la lithosphère rigide, qui se déplace sur l'asténosphère, qui contient également de la péridotite. Deuxième contexte géodynamique, ce sont les zones de subduction, donc une zone de convergence lithosphérique, qui contient des roches en profondeur, donc diorites, et qui cristallisent entièrement, et au-dessus, ce sera l'andésite qui va venir refroidir rapidement en surface et qui est une roche volcanique. Et deuxième contexte, en profondeur, on peut également avoir formation, donc toujours dans cette zone de subduction, on peut avoir formation également de granit, donc par fusion de magma et recristallisation. La cristallisation est entière. Et puis au-dessus, on aura, lorsque cette lave, entre guillemets, de type magma à composition granitique, etc., eh bien, on a des rhyolites qui sont formés. Donc vous voyez que dans la zone de subduction, on peut avoir diorite en dessous, andésite au-dessus, ou granit en dessous et rhyolite au-dessus. Et dans la zone de collision, donc troisième contexte géodynamique, on a en profondeur formation de granit. Et on n'a pas d'équivalent roche volcanique en surface. Puisque dans les zones de collision, il n'y a pas de formation de volcans. Donc les volcans se forment uniquement dans les zones de divergence, donc d'expansion océanique au niveau des dorsales, et dans les zones de subduction. Donc dans les dorsales, au niveau des dorsales, volcanisme effusif, donnant du basalte en surface, et dans les zones de subduction, volcanisme explosif, donnant des andésites ou des rhyolites en surface. Et dans les zones de collision, on a uniquement en profondeur formation des magmas, formation des roches plutoniques granitiques. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que l'on trouve des granites en surface s'ils se forment en profondeur? Eh bien parce que suite à l'érosion, en fait, sur des millions d'années, ces granites, ces plutons granitiques peuvent se retrouver en surface. Voilà donc globalement, donc on a vu le contexte les trois types de contexte géodynamique correspondant à, donc, qui se répartissent sur une centaine de kilomètres au niveau des dorsales, zones de subduction, zones de collision. Alors maintenant, évidemment, on a des cristaux qui sont formés, qui sont typiques en fait des zones, des trois zones géodynamiques vues précédemment.
Alors, juste une petite parenthèse, et maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de voir quels cristaux il y a dans ces roches. Et de manière à ce que, ensuite, dans la deuxième partie, vous ayez une roche, vous regardez quels cristaux vous allez trouver, et vous allez faire l'association, dire cette roche contient ces cristaux, donc elle s'est formée dans telle ou telle zone géodynamique. Les magmas sont produits dans des contextes géodynamiques différents. Ils se distinguent essentiellement par leur teneur en silice. Alors la formule globale de la silice c'est SiO2. Si c'est le silicium, O c'est l'oxygène. Donc deux atomes d'oxygène reliés à un silicium. Alors c'est beaucoup plus complexe, mais la formule générale de la silice c'est ça, c'est SiO2. Les autres éléments chimiques de ce magma déterminent une certaine teneur en éléments, que l'on a donc en fer, en magnésium, aluminium, calcium, sodium, potassium. Donc ce qui va déterminer les minéraux qui pourront cristalliser lors du refroidissement du magma et que l'on retrouvera dans la roche. Quant à la texture de la roche, elle résulte évidemment de la vitesse de refroidissement. Si le refroidissement est lent, on aura une texture grenue. Si le refroidissement est rapide, on aura une texture microlithique. Donc on pourra reconnaître à l'œil nu, mais aussi au microscope polarisant, la texture de la roche. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc la texture grenue est caractéristique des roches plutoniques et la texture microlithique correspond aux roches volcaniques. Alors maintenant essayons de voir quels minéraux sont associés aux roches. Alors une petite remarque, c'est plus une roche est riche en silice, plus sa couleur va être claire lorsqu'on observe à l'œil nu. Et inversement, moins il y a de silice et plus la roche sera sombre. Pour prendre un exemple tout bête, un basalte aura peu de silice par rapport à un granit par exemple. Bon. Alors pourquoi? On verra pourquoi après. Alors, nous avons vu qu'il y a trois types de roches volcaniques. Alors, il y en a, enfin, dans notre étude en tout cas, les basaltes, andésites, rhyolites. Leur équivalent chimique, entre parenthèses, mais en profondeur, qui a cristallisé entièrement en profondeur, sont respectivement, alors ce sont des roches plutoniques ou du manteau, donc ce sont le manteau c'est péridotite. Donc on a la péridotite, les gabbros, alors j'ai dit une petite bêtise, c'est roches volcaniques, si on dit basalte, andésite et rhyolite, leur équivalent chimique c'est gabbro, diorite et granit. Mais on rajoute la péridotite que l'on trouve dans le manteau. Alors la péridotite, elle contient entre 40 et 45% de silice, avec la composition minéralogique en pourcentage avec beaucoup d'olivine en fait. Ça veut dire, s'il y a pratiquement que de l'olivine, bien on est pratiquement sûr qu'on a une roche du manteau. Alors que ce soit le manteau lithosphérique ou le manteau asténosphérique. Dans les deux cas, c'est de l'olivine. L'olivine, donc, c'est un minéral. Donc si on a une roche, si vous avez dans votre main une roche qui contient uniquement de l'olivine, vous êtes pratiquement sûr que c'est une roche appelée péridotite et donc qui proviendrait du manteau lithosphérique ou du manteau asténosphérique. Alors, si vous regardez la composition minéralogique d'un basalte ou d'un gabbro, dans les deux cas, sachant que le basalte a une texture microlithique et le gabbro une texture grenue, donc entièrement cristallisée, et l'autre moins non entièrement cristallisé pour le basalte, eh bien on a des minéraux. Alors d'abord, le pourcentage en silice des basaltes et gabbros, c'est entre 45 et 53%. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus que la péridotite, qui était entre 40 et 45. Donc basalte et gabbro, pourcentage en silice entre 45 et 53,
et on trouve des minéraux olivine et alors olivine en faible pourcentage, 40%, et pyroxène en pourcentage plus important qui peut monter jusqu'à 100%. Alors c'est relatif évidemment. Et on peut trouver également des feldspaths plagioclases. Donc si vous avez une roche, vous avez repéré de l'olivine, des pyroxènes et des feldspaths, eh bien vous êtes sûr que vous êtes soit en présence d'un basalte, soit en présence d'un gabbro. Alors après, vous allez me dire, mais comment savoir si c'est un basalte ou un gabbro? Eh bien parce que lorsque vous faites une lame mince et que vous observez au microscope polarisant, si vous voyez ces trois minéraux et une texture microlithique, alors vous êtes sûr que c'est un basalte. Et si vous voyez que cette roche est entièrement cristallisée en observant la lame mince au microscope polarisant, alors vous êtes sûr que c'est un gabbro. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ensuite, si la composition en silice est entre 53 et 66%, eh bien, vous êtes dans le cas d'andésite et de diorite. À ce moment-là, vous seriez dans la zone géodynamique type subduction. Et si, donc il y a concernant la composition minéralogique, il y a des amphiboles de type hornblende, de la biotite, des feldspaths plagioclases, mais il peut également y avoir du quartz et des feldspaths potassiques. Alors, si vous voyez dans une roche, vous repérez des minéraux, vous dites, tiens, là, il y a de l'amphibole. Vous dites, c'est sûrement de l'andésite ou de la diorite. Si vous voyez de la biotite également et des feldspaths plagioclases, eh bien là, vous êtes sûr que vous êtes soit dans l'andésite, soit dans la diorite. Alors après, même principe, alors on peut trouver également un petit peu de quartz et de feldspaths potassiques. Les feldspaths plagioclases sont blancs et les potassiques sont roses. Bon, c'est un critère pour les déterminer, pour les différencier. Alors après, vous allez me dire, oui, mais comment savoir si j'ai de l'andésite ou de la diorite? Eh bien, déjà, à l'œil nu, si vous voyez un cristal par-ci par-là, si vous voyez un feldspath par-ci par-là, plagioclase évidemment, des biotites, des amphiboles par-ci par-là, des cristaux séparés, bien là vous êtes pratiquement sûr que c'est de l'andésite, puisque ça voudrait dire que vous avez des cristaux, mais qu'il y a également que ces cristaux sont noyés dans une espèce de pâte amorphe, non cristallisée. Mais si vous confortez en observant au microscope polarisant, donc si vous voyez que la texture est microlithique, en voyant ces feldspaths plagioclases, biotites et amphiboles, eh bien là vous êtes sûr que vous êtes dans l'andésite. Et si vous voyez des cristaux, donc les mêmes cristaux, feldspaths potassiques, feldspaths plagioclases, biotites, amphiboles, hornblende, de type hornblende, entièrement cristallisé au niveau de la lame mince, à ce moment-là, vous êtes sûr que vous êtes dans la diorite. Si vous avez un pourcentage de silice entre 66 et 100% pratiquement, eh bien vous êtes pratiquement sûr d'avoir une roche de type rhyolite ou granit. Alors, les minéraux que vous allez trouver dans ces rhyolites et granites sont beaucoup de quartz, beaucoup de feldspaths potassiques. Vous allez trouver également des feldspaths plagioclases. Et puis vous pouvez trouver également de la biotite et des amphiboles de type hornblende. Donc si vous trouvez par exemple, imaginons dans une roche, vous repérez des feldspaths potassiques, du quartz et des plagioclases, bien, vous êtes pratiquement sûr d'être soit dans une rhyolite, soit dans un granit. Alors, vous allez dire, mais comment savoir si c'est rhyolite et granit? Eh bien, comme précédemment, vous observez à l'œil nu, s'il n'y a que des cristaux, ça veut dire que la texture est grenue, à ce moment-là, vous êtes dans les granites. Et si vous avez très peu de cristaux, à ce moment-là, vous êtes sans doute dans la texture microlithique. Vous confortez
votre hypothèse en observant en lame, enfin une lame mince au microscope polarisant. Et si vous voyez que la texture est entièrement cristallisée, vous êtes sûr que c'est un granit. Et si la texture est microlithique, alors vous êtes sûr que c'est une roche de type rhyolithique. Donc voilà. Alors donc, pour résumer, si vous avez une roche dans votre main et vous voyez qu'il y a des feldspaths potassiques, du quartz, des plagioclases, vous pouvez trouver de la biotite, vous pouvez trouver de l'amphibole, alors là vous êtes sûr que vous êtes dans la rhyolite ou le granit et vous êtes dans le contexte d'une zone de subduction ou de collision. À votre avis? Eh bien, collision, on a dit granit. Si vous avez un granit, il y a beaucoup de quartz, beaucoup de feldspaths potassiques. Donc si vous trouvez une roche avec beaucoup de feldspaths potassiques, beaucoup de quartz, des feldspaths plagioclases en majorité, puis un peu de biotite et de amphibole hornblende, eh bien vous êtes dans un contexte qui forme des roches rhyolites et granites, et donc vous êtes dans un contexte de collision. Donc contexte géodynamique de collision. Si vous avez dans votre main une roche qui présente des feldspaths plagioclases, de la biotite, de l'amphibole hornblende, en majorité, eh bien vous êtes en présence soit de l'andésite, soit de la diorite, et vous êtes bien dans un contexte de zone de subduction. Si vous trouvez, alors vous pouvez trouver également du granit dans le contexte de zone de subduction. Vous voyez, donc il faut faire la part des choses. Si vous avez une roche avec beaucoup de pyroxène, un peu de feldspath plagioclase, un peu ou beaucoup, ça dépend, et des olivines, à ce moment-là, vous êtes en présence d'une roche basaltique ou de type gabbro, et là, vous êtes sûr que vous êtes dans un contexte d'expansion, donc de dorsale océanique. Et si vous n'avez pratiquement que de l'olivine, à ce moment-là, ça veut dire que dans votre roche, il n'y a qu'un seul cristal, vous êtes très certainement dans une roche qui provient du manteau lithosphérique ou du manteau asténosphérique. Après, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que l'on trouve de la péridotite avec uniquement de l'olivine? Pourquoi est-ce que l'on en trouve en surface? Eh bien parce que lors de la remontée de lave, on peut avoir des petits morceaux de manteau qui sont arrachés et qui vont s'épancher en surface. Bon voilà, donc pour l'étude pétrographique donc des roches dans les trois types de contextes, je pense que vous avez bien compris. Vous voulez peut-être que je résume encore une fois? Contexte géodynamique, il y en a trois. Si vous êtes dans la lithosphère océanique, si je commence comme ça, si vous êtes dans le contexte dorsal océanique, vous avez des roches basalte et gabbro que vous allez pouvoir reconnaître parce qu'ils ont beaucoup de pyroxène, des feldspaths plagioclases et de l'olivine. Si vous êtes dans un contexte zone de subduction, vous allez avoir des roches qui peuvent être andésite, diorite, rhyolite ou granite. Si vous avez de l'andésite et des diorites, vous allez avoir les minéraux amphibole, hornblende, biotite, feldspath plagioclase, mais vous pouvez également avoir un petit peu de quartz et de feldspath potassique. Là, vous êtes bien dans un contexte de subduction. Si vous êtes dans un contexte de collision, vous pouvez avoir des roches de type granitique, en fait, qui vont se former. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir du quartz et feldspath potassique. Vous allez pouvoir avoir des feldspaths plagioclase et puis un peu de biotite et de amphibole hornblende. Et là, vous êtes sûr que vous êtes dans un contexte de zone de collision. Donc voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez compris ce système, il faut faire une application. Donc, roche magmatique typique des grands contextes géodynamiques que vous allez pouvoir avoir dans la main. Donc, votre enseignant va pouvoir vous donner des roches. Alors, on peut vous présenter, par exemple, 6 échantillons de roches magmatiques présentés et qui proviennent dans un contexte différent. Ils ont la même composition chimique 2 par 2.
Et donc on a les mêmes minéraux, mais la cristallisation, entière ou pas, évidemment, va différencier ces deux types de roches qui ont la même composition chimique. Par exemple, les basaltes et les gabbros ont la même composition chimique. Les andésites et les diorites ont la même composition chimique. Les rhyolites et les granites ont la même composition chimique. Donc deux par deux, c'est la même composition chimique, ce sont les mêmes minéraux, mais ce qui va différencier ces deux roches, ce sera la texture. Soit la texture sera grenue, donc entièrement cristallisée, dans le cas de la péridotite, des gabbros, des diorites, des granites, soit la texture sera microlithique, dans le cas des basaltes, de l'andésite et des rhyolites. Autrement dit, roche volcanique, la texture est microlithique, et roche plutonique, la texture est grenue. Alors, imaginons, on vous présente un échantillon. Vous avez la possibilité de faire une observation microscopique en lumière polarisée analysée d'une roche grand A et grand B. Donc grand A et grand B, on va vous dire, ont la même composition chimique, ils présentent les mêmes minéraux, mais vous observez au microscope polarisant et vous voyez que dans cette lame mince, vous avez des pyroxènes. Et vous voyez que la texture est entièrement cristallisée. Donc vous allez me dire, c'est quelle roche? Alors que dans l'autre roche, vous avez une texture microlithique. Donc si je résume, roche A, vous avez une texture microlithique avec des pyroxènes. Et roche B, vous avez une texture grenue avec des pyroxènes et des feldspaths plagioclases. Alors vous voyez également des feldspaths plagioclases dans la roche A. Eh bien, s'il y a des pyroxènes et des feldspaths plagioclases, ça veut dire que vous êtes dans une roche soit basaltique, soit gabbro. Alors si la texture est entièrement cristallisée, à ce moment-là, vous allez avoir le gabbro, ce sera la roche B. Et si la texture est microlithique, vous allez avoir le basalte, c'est la roche A. Donc là, le couple de roches A et B provient du même contexte géodynamique qui est une dorsale océanique. Donc là, vous êtes dans une zone de divergence lithosphérique, zone d'expansion de 2 demi-lithosphères à partir d'un rift océanique. Alors, lorsque l'on dit vous êtes dans le contexte dorsal océanique, bien sûr, vous trouvez ces roches, soit au niveau de la dorsale, soit à l'aplomb de la dorsale en profondeur, mais il faut savoir que il y a une dérive, une expansion océanique à partir de la dorsale, enfin à partir du rift, à partir de l'axe de la dorsale océanique. Il faut savoir que de part et d'autre, donc, il y a un éloignement de cette lithosphère océanique, et donc on retrouve au loin, dans les fonds océaniques, sous les sédiments, le basalte et en dessous les gabbros, puis la péridotite correspondant au manteau lithosphérique. Donc il faut savoir que si on vous donne ces deux roches, il faut penser à dire qu'on est dans le contexte géodynamique d'expansion au niveau d'une dorsale océanique, mais il faut penser à dire aussi qu'on peut trouver ces deux roches plus loin que la dorsale dans les fonds océaniques. Maintenant, deuxième roche, je vous donne une roche C, une roche grand D. La roche C, vous l'observez à l'œil nu, vous voyez qu'il y a des feldspaths potassiques. Vous observez à l'œil nu, vous voyez qu'il y a du quartz.
donc feldspath, potassique et quartz. Après, vous dites c'est sûrement une rhyolite ou un granit, puisque les granites contiennent du quartz, des feldspaths potassiques et puis des feldspaths plagioclases également. Et là, comme on a du quartz et des feldspaths potassiques, on se dit c'est sûrement un granit ou une rhyolite. Mais comment savoir si c'est rhyolite ou granit? Eh bien, encore une fois, vous observez au microscope polarisant. Si vous voyez, alors vous voyez que la roche C a une texture microlithique. Dans ces conditions-là, et puisqu'elle contient des feldspaths potassiques, eh bien, on est très certainement dans une roche de type rhyolitique. C'est une roche volcanique que l'on trouve dans le contexte de zone de subduction. Et pour la roche grand D, qui a la même composition chimique que la roche grand C, on a des feldspaths potassiques et du quartz, eh bien, on est très certainement en présence d'un granit. Voilà, donc donc la roche C c'est une rhyolite, la roche D c'est un granit, et dans ces conditions-là, on est dans le cas de roches correspondant à une zone de subduction. Ensuite, je vous donne une roche grand E et une autre grand F. Grand E présente des feldspaths plagioclases et grand F présente des pyroxènes et de l'amphibole. Alors, comme il y a dans les deux cas, E et F, des feldspaths plagioclases, des pyroxènes et de l'amphibole, vous êtes dans quel cas? Alors, vous dites, je suis sûrement dans un contexte andésite, dans un contexte subduction ou collision, sans doute subduction. J'ai sans doute en présence une roche andésite ou diorite. Alors, comme vous avez des feldspaths plagioclases, des pyroxènes et de l'amphibole, eh bien, vous êtes bien en fait dans le cas de l'andésite ou de la diorite. Alors après, vous allez dire, mais comment savoir si c'est diorite ou andésite? Eh bien, c'est la texture qui va vous permettre de différencier les deux roches, puisque si vous voyez que la roche E, elle a une texture microlithique, alors vous êtes dans le cas d'une andésite, pardon. Et vous regardez au microscope polarisant la roche F, vous voyez qu'elle est entièrement cristallisée, avec des cristaux pyroxènes, amphibole et feldspath plagioclase. À ce moment-là, vous êtes bien dans le cas de la diorite, qui est entièrement cristallisée. Et comme vous êtes dans le cas d'une andésite, vous avez de l'andésite et de la diorite, vous êtes dans un contexte de zone de subduction. Donc voilà. Alors évidemment, c'est un cours assez complet, hein, c'est de la pétrographie. Il faut bien suivre pour bien comprendre. Alors, donc on va pouvoir faire un bilan général concernant les caractéristiques pétrographiques des frontières de plaques. La distinction de l'ensemble des indices géologiques et les mesures actuelles permettent d'identifier des zones de divergence et des zones de convergence aux caractéristiques géologiques différentes avec des marqueurs géologiques différents. Donc c'est l'analyse et la mise en relation de contextes géodynamiques concernant ces roches magmatiques qui sont caractéristiques, qui vont pouvoir mettre en relation ce contexte géodynamique avec la pétrographie et donc déduire à partir de l'observation microscopique ou à l'œil nu, déduire à partir de certaines roches que l'on a en main dans quel contexte elles proviennent. Contexte de dorsale océanique, de zone de subduction ou de collision, ou ailleurs éventuellement. Parce que si par exemple on prend un basalte, c'est pas parce qu'on a un basalte que ça provient d'un rift océanique ou du plancher océanique. Parce que vous avez également des volcanismes de points chauds. Voilà. Qui sont des volcans qui proviennent de l'expulsion du magma, entre parenthèses, provenant du manteau inférieur, donc qui résulte de grands mouvements de convection qui ramènent en surface donc de grandes masses de magma de type basaltique. Bon. Donc nous avons identifié
quelques roches magmatiques typiques des zones de divergence et des zones de convergence. Nous avons présenté les contextes géodynamiques et le magmatisme qui leur étaient associés. Dans ce contexte-là, on a mis en relation la composition chimique du magma et la composition minéralogique des roches magmatiques. Nous avons fait la relation entre la vitesse de refroidissement du magma et la texture des roches. Donc si le refroidissement est rapide, on a une texture microlithique, et si le refroidissement est lent, on a une texture grenue. Nous avons mis en relation le contexte géodynamique et le type de roche magmatique qui se mettait en place dans ces zones. Et nous avons présenté des couples de roches magmatiques que vous avez pu identifier avec votre enseignant ou avec moi-même, mais il faut avoir les images devant vous, c'est mieux, hein, donc c'est mieux de faire des recherches sur Internet également, pour associer ce que je vous dis à l'exemple que vous pouvez trouver par vous-même également, entre parenthèses. Donc des couples de roches sont présentés, donc ce sont des roches magmatiques. Alors magmatique peut s'opposer à sédimentaire ou métamorphique. Les roches magmatiques sont des roches qui proviennent d'un magma, alors que les roches sédimentaires proviennent d'une sédimentation. Les roches métamorphiques proviennent d'un tassement, d'une transformation de roches préexistantes sous l'action d'une pression importante sans forcément que la chaleur intervienne. Donc vous avez utilisé un microscope polarisant et vous avez pu identifier les textures grenues ou microlithiques et associer les modes de mise en place dans les contextes différents, et vous avez pu reconnaître également les minéraux donc, qui vous ont aidé à replacer ces roches, donc à identifier les roches d'une part et à les replacer dans un contexte précis. Alors, identification des roches magmatiques et contexte géodynamique associé, hein, si on veut résumer. Vous aviez un couple, dans notre présentation, on avait un couple de roches. On va essayer de voir la composition minéralogique, la teneur en silice du magma, la texture de la roche, le type de roche magmatique et le nom de la roche. Alors, dans les roches A et B, vous aviez du pyroxène et des feldspaths plagioclases. Vous aviez une teneur en silice du magma de 45 à 52%. La texture de la roche A était microlithique et la texture de la roche B était grenue. Donc la roche A était un type de roche magmatique volcanique, c'était le basalte. Et la roche B, qui avait une texture grenue, était une roche magmatique de type plutonique, c'était le gabbro. Deuxième couple de roches que vous avez étudié, que je vous ai présenté oralement, ce sont les roches C et D. Concernant les minéraux, il y avait des feldspaths potassiques et du quartz. La teneur en silice du magma était supérieure à 66%. Vous aviez pour la roche C une texture microlithique, c'était donc une roche volcanique, c'était donc une roche magmatique de type volcanique, c'était la rhyolite. Concernant la roche D, vous aviez la texture de la roche qui était grenue, c'était une roche magmatique donc plutonique, et on avait affaire au granit. Concernant la roche, donc le couple de roches E et F, vous aviez dans les deux cas des minéraux type feldspath plagioclase et amphibole de type hornblende. Vous aviez une teneur en silice de 53 à 66%, et vous aviez pour la roche E une texture microlithique, donc c'était une roche magmatique de type volcanique, et c'était l'andésite. Pour la roche F, vous aviez une texture grenue, qui était donc une roche magmatique plutonique, et le nom de la roche c'était diorite. En se refroidissant et en cristallisant, les magmas ont donné des roches aux caractéristiques variées. Les magmas des zones de subduction sont plus riches en silice, supérieur à 53%, que ceux des dorsales océaniques, qui est entre 45 et 52% de silice. La teneur en silice du magma va déterminer la composition minéralogique et la teinte de la roche. Plus
ce magma est riche en silice, plus la teinte de la roche sera claire. Et la vitesse de refroidissement du magma détermine la texture de la roche. Cette texture est grenue. Donc la texture grenue est caractéristique des roches plutoniques formées en profondeur, tandis que la texture microlithique correspond aux roches volcaniques qui sont formées en surface. Les dorsales fabriquent des roches magmatiques sombres qui constituent la croûte océanique, donc on parle de zone d'accrétion océanique. En profondeur, les gabbros, c'est-à-dire roches plutoniques, et en surface, les basaltes, c'est-à-dire roches volcaniques. Donc l'ensemble des deux constitue la croûte océanique. Les zones de subduction produisent des roches avec des teintes variables et plus claires. En profondeur, les roches plutoniques comme les diorites ou des granites, et en surface, des roches volcaniques comme les andésites et des rhyolites. Les zones de collision, quant à elles, donc troisième contexte géodynamique, produisent des roches magmatiques qui sont riches en silice et ce sont des roches plutoniques, principalement des granites. Bon. Donc si nous faisons un bilan très global, nous pouvons dire que basalte et gabbro sont typiques des zones d'expansion océanique, donc au niveau des dorsales océaniques, que l'on retrouve ensuite dans le plancher océanique, dans la croûte océanique. Les andésites et les diorites et les rhyolites sont typiques des zones de subduction. Et le granit, quant à lui, se forme plutôt dans des contextes de convergence, subduction ou collision, donc les deux, à la base ou au sein de la croûte continentale. Donc voilà, nous avions posé le problème de quelles caractéristiques des roches magmatiques vont caractériser les zones de divergence, c'est-à-dire au niveau des dorsales océaniques, ou des zones de convergence, c'est-à-dire au niveau des zones de subduction ou des zones de collision. Caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire des roches au niveau de ces frontières de plaques, qui constituent ces trois contextes géodynamiques. Je pense que nous avons fait le tour, vous avez bien compris. Le cours est terminé. Merci. Un petit sourire pour la fin? Bon, il n'est pas très sincère. En fait, c'est long, c'est court. Peut-être mieux sans lunettes, non? Oh, c'est con de faire ça, en fait. Faut pas que je fasse l'abruti quand je fais des cours.